Vous vous souvenez de cette scène dans Titanic? Et si je vous disais qu'elle est inspirée d'une histoire vraie? Ce vieil homme et sa femme ont fait le choix de mourir comme ils avaient vécu, ensemble, pour l'éternité. Ils s'enlacent pendant que l'eau monte, un drame qui n'a pas manqué d'émouvoir même les moins sensibles, mais le plus fou, c'est que cet homme aurait pu être sauvé, on lui a proposé. C'est même l'un des passagers les plus célèbres du Titanic. Son nom, c'était Isidore Straus, plus connu pour être l'une des personnes les plus riches du monde. Lorsque l'on commence à s'intéresser au mystère du Titanic, on peut très vite être emporté par un tourbillon d'émotions et de désespoir. Impossible de ne pas se mettre à la place de ceux qui ont vécu le naufrage de l'intérieur. On imagine les cris, l'eau qui monte, les lumières qui s'éteignent, et la panique. Avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, j'aurais une question à vous poser. Vous, comment vous auriez réagi face à une telle catastrophe à l'époque? Est-ce que vous auriez aidé les femmes et les enfants à monter dans les canots de sauvetage? Ou alors est-ce que vous auriez tenté de sauver votre peau coûte que coûte? Même si je sais tant bien que mal que c'est le genre de question un peu compliqué à répondre, tant qu'on n'a pas fait face à cette situation. En tout cas, les survivants, eux, ont rapporté que des bagarres avaient éclaté pour le moindre gilet de sauvetage, mais aussi les pleurs étouffés des passagers piégés par la fermeture des compartiments hermétiques. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Neoxy. Aujourd'hui, je suis de retour sur la terre ferme après mon séjour en Irlande du Nord pour la vidéo sur les traces du Titanic. Une incroyable vidéo qui a permis de revenir minute par minute sur l'une des plus grosses catastrophes maritimes de l'histoire. C'est une série de vidéos que vous pouvez suivre dans l'ordre ou pas du tout, elles sont toutes indépendantes, mais elles sont complémentaires entre elles. Mais l'histoire a également retenu des destins singuliers, comme ce couple qui a refusé de se séparer au moment d'embarquer sur les canots de sauvetage. Un mari et sa femme qui ont fait le choix de mourir ensemble, plutôt que de devoir vivre sans l'autre. Une preuve d'amour ultime qui continue d'interroger les journalistes et les chercheurs. Il faut dire qu'ils sont loin d'être des inconnus puisqu'il s'agit d'Ida et Isidore Straus, les copropriétaires du plus grand magasin de la planète. Partis de presque rien, ils sont à la tête d'une véritable fortune. Ils incarnaient à eux seuls le rêve américain. Si on en croit la liste des passagers, Isidore et Ida Straus ont embarqué sur le paquebot depuis Cherbourg le 10 avril 1912. Ils venaient de passer quelques mois dans le sud de la France et en Allemagne. Le but final de leur périple était d'accompagner leur petite fille sur leur terre natale, de l'autre côté du Rhin, afin de parfaire sa pratique du yiddish et de l'allemand. Car c'est là-bas que tous les deux ont vu le jour dans les années 1840. D'origine juive, leurs familles respectives ont finalement décidé de tenter leur chance en Amérique, alors qu'ils étaient enfants. Isidore n'a que 9 ans lorsque les siens quittent la Bavière pour l'État de Géorgie. Et après la guerre de sécession, les Straus s'installent à New York. À cette époque, la ville connaît un afflux interrompu de migrants venus d'Europe en quête d'une vie meilleure. On ne l'appelle pas encore la grosse pomme, mais New York est déjà le lieu de toutes les innovations. Le long des avenues, on voit s'élever les premiers immeubles de briques rouges, mais la Statue de la Liberté n'a pas encore pris place à l'entrée du port. La bonne société américaine fait déjà du shopping dans les galeries commerciales installées sur Broadway, la concurrence est rude, et les grandes enseignes luttent pour proposer les rayons les plus variés possibles. L'un des magasins les plus célèbres n'est autre que Macy's, situé à l'époque à l'angle de la 18e avenue. Peut-être que certains d'entre vous connaissent Macy's, si vous êtes déjà allé aux États-Unis ou même à New York, vous allez voir qu'on va y revenir. C'est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette en France par exemple. Son fondateur se vante de posséder le plus grand magasin du monde. Et c'est pas faux. Que ce soit un équipement complet de chercheurs d'or ou alors une robe de bal made in France ou un fusil de chasse, on y trouve absolument tout chez Macy's. Et c'est là qu'Isidore Straus et son frère Nathan vont faire leur début comme vendeurs de porcelaine. Installés dans le sous-sol des magasins Macy's, ils proposent aussi bien des merveilles peintes par des artistes de Limoges ou des assiettes, voire même des pots de chambre. Je vous l'ai dit, on trouve de tout chez Macy's. Et en 1871, Isidore épouse Ida. Elle aussi est issue de la communauté juive émigrée à New York. Le couple s'enrichit rapidement d'un enfant, Jesse. Mais leur cadet, Clarence, meurt alors qu'il n'a pas atteint son 3e anniversaire. Les Straus sont accablés de chagrin et resteront marqués à vie par cette épreuve. En 1888, Isidore et son frère Nathan deviennent associés au capital de Macy's et rachètent un magasin concurrent qu'ils renomment Abraham & Straus. Mais plus que de simples hommes d'affaires, les deux frères se font connaître par leurs œuvres philanthropiques. La philanthropie, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, en gros c'est tout simplement le fait
d'avoir de la bienséance envers les autres. Pour avoir un exemple un peu plus moderne, c'est comme par exemple MrBeast qui fait des vidéos où clairement il offre des maisons à des gens qui n'ont pas du tout l'argent pour, qui crée tout simplement des sources d'eau, des arrivées d'eau dans des pays qui n'ont pas accès à l'eau justement. New York continue son urbanisation galopante et les habitants commencent à suffoquer dans cette forêt de cheminées. Les pouvoirs publics semblent absents face aux nombreux problèmes qui émaillent de la vie quotidienne. Nathan sera l'un des premiers à installer des jardins publics, de véritables petites oasis de verdure au milieu de brouhaha dans la ville qui ne dort jamais. Nathan Strauss va surtout consacrer une partie de sa fortune à la lutte contre les maladies comme la tuberculose ou encore la fièvre typhoïde. Isidore finance lui aussi plusieurs programmes éducatifs, il prend la présidence de l'Alliance pour l'éducation et dirige un centre d'accueil pour migrants venus d'Europe de l'Est. Mais en 1893, un krach boursier pousse des millions d'Américains dans la pauvreté. Les frères Strauss vont mettre en place des distributions de charbon à des prix dérisoires afin de permettre aux plus démunis de se chauffer. Et à l'occasion de Thanksgiving, en novembre 1893, Nathan Strauss fait distribuer plus de 60 000 dindes aux familles new-yorkaises. Ce sens du bien commun va les amener à s'engager en politique sous les couleurs démocrates. Ils vont siéger au Congrès pendant 2 ans. Mais Nathan refuse de se présenter à la mairie de New York. Quant à son frère, il a décliné la casquette d'administrateur du service postal que lui propose le président Cleveland. C'est qu'Isidore vit très mal la séparation familiale qui lui est imposée par sa carrière à Washington. Lui et Ida s'écrivent tous les jours et les poèmes qu'ils s'échangent témoignent de la ferveur de l'amour. De toute façon, les frères Strauss ont de grands projets. En 1896, ils rachètent Macy's, le magasin où ils avaient fait leur début. Et vous allez voir, c'est que le début de leur partie de Monopoly. Car Macy's est mis en concurrence pour le titre du plus grand magasin du monde, rien que ça, par une autre boutique, la Siegel Cooper Company. Leur immeuble ultra moderne surpasse tout ce que propose le quartier de la mode à ce moment-là. Alors en 1902, les frères Strauss vont prendre une décision radicale en déménageant Macy's beaucoup plus au nord de Broadway, à l'angle de la 34e rue. C'est le fameux magasin Macy's dont je vous ai parlé tout à l'heure à New York. Si vous êtes déjà allé là-bas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et ben voilà. C'est de lui dont on parle. C'est donc un emplacement qui est beaucoup moins recherché par les promoteurs et qui va leur permettre de s'agrandir beaucoup plus rapidement. Et pour convaincre les clients de traverser New York pour faire leurs achats, Macy's va mettre en place un service d'autobus à vapeur. Mais tout ça, ça va pas du tout être au goût de la Siegel Cooper Company, qui va pas hésiter à utiliser un prêtre-nom afin d'acheter une parcelle voisine dans le but de stopper leur agrandissement. Ils réussiront pas pour autant à arrêter l'expansion de Macy's, qui reprend son titre de plus grand magasin du monde. Les frères Strauss vont se contenter de construire autour de la parcelle, et Macy's finira par louer l'immeuble construit dessus pour y mettre son enseigne. Un vrai symbole de leur victoire. Et il peut enfin profiter de la personne qu'il aime par-dessus tout, sa femme, Ida. Tous deux fréquentent la haute bourgeoisie, mais ils préfèrent de loin la chaleur des réunions de famille. Leurs 7 enfants sont maintenant adultes et leur ont donné une ribambelle de petits-enfants. Ils approchent les 70 ans lorsqu'ils décident d'accompagner leur petite fille Béatrice en Allemagne, où elle doit commencer son stage linguistique. Après l'avoir laissé au bon soin de membres de leur famille bavaroise, Ida et Isidore Strauss reprennent donc le bateau pour New York. Ils ont l'habitude de voyager sur des navires allemands, mais la traversée inaugurale d'un fameux Titanic a pour effet de désorganiser les autres départs. Et c'est donc sur le fleuron de la White Star Line qu'ils feront le voyage retour. Ils ne savent pas encore ce qui les attend lorsqu'ils mettent le pied pour la première fois sur le pont du Titanic. Bien que relativement âgés, Ida et Isidore Strauss peuvent compter sur le dévouement d'Hélène, la nouvelle femme de chambre qu'ils viennent de recruter. Il y a aussi John, leur fidèle majordome. Tous les 4 sont logés en première classe. Le couple Strauss dispose d'une magnifique suite double avec vue sur mer, équipée d'une salle de bain privative. Elle porte les numéros C55 et C57. Pour cela, ils ont déboursé un total de 210 livres, l'équivalent de 25 000 € aujourd'hui. Une vraie fortune, justifiée par le luxe à bord, mais aussi par les nombreux services proposés. Chaque matin, ils profitent d'un journal imprimé à bord avec les dernières nouvelles du continent. Les tapisseries sont tissées en fil d'Écosse, les pampilles brillent de 1000 éclats, et le personnel est aux petits soins pour ses hôtes d'exception. Et surtout, les publicités promettent une traversée en à peine une semaine, l'assurance d'arriver chez eux au plus vite pour retrouver leur famille. Pour remettre un peu plus de contexte, en général, la traversée se faisait en à peu près 2 semaines à l'époque.
Donc là, on est vraiment sur divisé par 2 en termes de temps. Le paquebot propose plusieurs restaurants à ses clients les plus aisés. Situé sur le pont B, le restaurant à la carte, rapidement surnommé le Ritz un peu plus tard, dû au fameux palace parisien, a la particularité d'avoir un chef français à sa tête, Pierre Rousseau. Cocorico. C'est d'ailleurs aussi grâce à certains Français, comme Paul-Henri Nargeolet, qu'on va retrouver le Titanic en 1985. Mais ça, on en parlera dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Le champagne coule à flot et on se délecte de saumon sauce hollandaise et d'éclairs au chocolat. Pour les plus affamés, il y a aussi les grandes salles à manger, surmontées de lustres de cristal. On peut y déguster un menu en 11 plats, allant des huîtres au caviar jusqu'à l'agneau à la menthe. L'orchestre joue quelques airs classiques dans une ambiance raffinée. Le capitaine du Titanic, Edward Smith, fait régulièrement un passage au milieu des invités pour saluer les uns et les autres. Sa réputation de vieux loup de mer n'est plus à faire. Rares sont les habitués de la White Star Line à ne pas avoir voyagé sous son commandement. Les passagers de marque sont nombreux, Ida et Isidore n'ont pas pu manquer la présence de Bruce Ismay, le patron de la compagnie maritime. Il y a aussi Thomas Andrew, l'architecte britannique responsable du Titanic, et également de nombreux hommes d'affaires américains. Le navire embarque un bel échantillon de la bonne société des 2 continents. Tous ont sorti les costumes 3 pièces et les belles robes. Et il est peu probable que John et Hélène, les employés des Strauss, aient pu les accompagner dans ces délices gastronomiques. Eux aussi sont logés sur le pont C, mais ils doivent se contenter d'une chambre aveugle donnant sur les couloirs. Et ce soir, du 14 avril 1912, de nombreux passagers sont déjà couchés lorsque les vigies, posés à la proue du Titanic, aperçoivent un gigantesque iceberg qui leur barre la route. Ils ont à peine le temps de prévenir le poste de commande. Il est trop tard. Le Titanic va trop vite. Il est trop lourd. Le navire percute le bloc de glace sur sa partie tribord. La plupart des voyageurs situés sur les ponts supérieurs remarquent à peine cette longue vibration. Ce qui va surprendre, c'est l'arrêt des moteurs. Le vrombrissement régulier qui accompagnait le Titanic depuis son départ de Southampton s'étouffe, laissant place au silence et au bruit des vagues. Mais la machine redémarre au bout de quelques minutes. Pourquoi s'inquiéter ? Le Titanic est réputé insubmersible après tout. La coque du navire, pourtant épaisse de près de 5 cm, a subi de lourds dommages. Des fissures s'étalent sur près d'un tiers de sa longueur. Vers minuit, le commandant Smith rassemble l'équipage et ordonne le début de l'évacuation. Comme vous le savez probablement déjà, le Titanic n'est équipé que d'une vingtaine de canots de sauvetage, de quoi accueillir à peine la moitié des passagers. La consigne est de donner la priorité aux femmes et aux enfants. Mais à bord, beaucoup ne comprennent pas l'imminence du danger et préfèrent la sécurité du paquebot à ces petites barques à rames. L'officier responsable des canots de tribord n'est pas très regardant sur ceux qui embarquent à bord. Le premier d'entre eux prend la mer à moitié vide, et de nombreux hommes de première classe y ont pris place. Côté bâbord, les règles sont beaucoup plus strictes. Charles Lightoller, le second en charge des canots à chiffre pair, avait déjà survécu à un naufrage. Il sait que les minutes sont comptées. Les membres d'équipage sont peu nombreux sur les terrasses pour aider à la manœuvre. Les petites embarcations doivent descendre les près de 30 mètres qui les séparent de l'eau à l'aide de treuils. Une opération délicate. Surtout que les verrières du pont A ont été verrouillées pour la nuit et les marins n'ont aucune confiance dans les bossoirs. En gros, c'est les petits supports qui soutiennent les canons. Une série d'accidents sur d'autres navires a amené à se méfier. Ce qu'ils ignorent, c'est que les bossoirs du Titanic ont justement été renforcés. Charles Lightoller souhaite descendre les femmes et les enfants jusqu'à la ligne de flottaison et envoie une dizaine d'hommes ouvrir la porte d'embarquement située dans la coque. Il lui semble moins dangereux de faire passer les passagers les plus lourds par l'intérieur du bateau plutôt que de risquer la rupture des bossoirs. Malheureusement, son plan échoue. L'écoutille de débarcadère reste désespérément close. La tension monte parmi les passagers. Beaucoup ont compris qu'ils ne survivront pas. Le capitaine Smith et Lightoller vont alors distribuer des armes à feu aux officiers afin de garder un semblant d'ordre. C'est probablement à ce moment-là que Charles Lightoller a rencontré le couple Strauss. Ils sont toujours accompagnés par Hélène, la jeune femme de chambre. Et l'histoire n'a jamais retenu si John, le majordome, était toujours à leur côté. Probablement attendri par ces 2 vieillards, l'officier Lightoller va leur proposer de monter à bord du canot numéro 8. Le premier à pouvoir atteindre l'eau du côté bâbord. Une véritable exception.
Jusqu'ici, le seul passager masculin qu'il a autorisé à prendre place sur une barque de bâbord est un vigoureux jeune homme en âge de ramer. Isidore a presque 70 ans, il n'a rien d'un athlète, c'est un vieillard fatigué. Alors, quand Lightoller lui propose ce privilège de sauver sa vie, Isidore Straus lui répond avec tristesse « Merci monsieur, je ne vaux pas mieux qu'un autre ». Impossible pour lui d'accepter ce privilège au détriment d'un autre, fût-il plus pauvre que lui. En entendant ces mots, Ida refuse d'embarquer sur le canot et décide de rester à ses côtés. Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble. Les Strauss vont insister pour que leur jeune femme de chambre puisse monter avec les riches passagers. Ida lui offre même son manteau de fourrure afin de la protéger du froid. Les deux époux vont ensuite s'installer à quelques mètres plus loin sur des transats. Les derniers témoins à les avoir vus raconteront qu'ils seront restés serrés l'un contre l'autre jusqu'à leur dernier instant. Le corps d'Isidore sera repêché quelques jours plus tard. Sa dépouille sera identifiée grâce à un petit médaillon qu'il gardait toujours dans une poche de sa veste, tout près de son cœur, avec à l'intérieur le portrait d'Ida, la femme qu'il avait tant aimée. Cette dernière ne sera jamais retrouvée, mais dans le petit monument construit en leur mémoire, leurs héritiers ont placé un petit flacon contenant de l'eau de mer prélevée sur les lieux du drame, une manière de les réunir à travers la mort pour l'éternité. La ville de New York n'oubliera pas celui qui avait tant fait pour sa communauté. Nathan, le frère d'Isidore, restera à la tête de Macy's jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Et son magasin continuera de perpétuer certaines traditions, comme la grande parade de Thanksgiving, organisée chaque année depuis les années 20, un souvenir des milliers de dindes offertes par les frères Strauss aux familles nécessiteuses lors de l'automne 1893. C'est donc pas totalement un hasard si James Cameron a choisi cet événement pour placer un char inspiré du Titanic en 1997. Un excellent coup de promo pour le réalisateur du film aux 11 Oscars. Isidore et Ida font d'ailleurs partie des personnages de son blockbuster cinématographique. On les aperçoit lors d'une courte scène où ils se couchent sur leur lit, attendant la mort ensemble. Les descendants de la famille Strauss sont restés très marqués par le drame. Une douleur qui a ressurgi l'année dernière lors de la disparition du sous-marin de tourisme, le Titan, appartenant à la société Ocean Gate, une entreprise fondée par le mari de l'une des arrière-petites-filles d'Ida et Isidore Straus. Le Titanic n'a donc pas fini de dévorer ceux qui l'approchent. Il faut dire que l'épave a fait l'objet de nombreuses expéditions, avec parfois des objectifs douteux. Entre chasseurs de trésors, scientifiques et touristes, quel est l'avenir de ce tombeau de métal perdu à plus de 3000 mètres de profondeur? Pourquoi la CIA, l'État français et tant d'aventuriers se sont-ils intéressés à l'épave? Une autre partie de la légende qui entoure le Titanic, que j'aurai l'occasion de vous raconter dans ma vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la notification dès que la vidéo sera disponible. D'ailleurs, merci à tous vos encouragements et vos commentaires sur la première vidéo, dont le lien est dans la description, si vous ne l'avez pas encore vu. Je suis vraiment content de ce mini-documentaire tourné à l'endroit même où le Titanic a été construit. Ça fait plaisir. Je compte sur vous pour partager au maximum ces vidéos à vos proches, à votre famille, si vous trouvez qu'elles ont été intéressantes. On s'approche petit à petit des 2 millions d'abonnés, donc je compte sur vous encore une fois pour vous abonner et activer les notifications. J'espère que ces formats vous plaisent. À la semaine prochaine.